La tresse de Laetitia Colombani. Sarah. Montréal, Canada. Sarah vient de tomber dans la salle du tribunal, au milieu de la plaidoirie. Elle s'est d'abord interrompue, le souffle court, regardant autour d'elle comme si soudain elle ne savait plus où elle était. Elle a tenté de reprendre le fil de son argumentaire, malgré la pâleur de son teint et le tremblement de ses mains, qui seuls trahissaient son malaise. Puis, sa vue s'est brouillée. Son champ de vision obscurci, son souffle est devenu court. Son rythme cardiaque s'est ralenti, le sang a quitté son visage comme une rivière abandonnant son lit. Sarah s'est effondrée sur elle-même, à la manière des tours jumelles du World Trade Center, qu'on disait inébranlables. Sa chute s'est faite en silence. Elle n'a pas protesté, n'a pas appelé à l'aide. Elle s'est écroulée sans un bruit, comme un château de cartes, presque avec grâce. Lorsqu'elle rouvre les yeux, un homme est penché sur elle vêtu d'un uniforme de pompier. « Vous avez fait un malaise, madame. On vous emmène à l'hôpital. » L'homme a dit « Madame ?» Sarah est en train de reprendre conscience, mais le détail ne lui échappe pas. Elle déteste qu'on lui donne du madame. Le mot claque sur elle comme une gifle. Au cabinet, tous le savent. On l'appelle maître ou mademoiselle, jamais madame. 2 fois mariée, 2 fois divorcée. Les effets s'annulent. Oh, thank you very much. Bonsoir, merci. Et puis Sarah l'exècre, ce mot qui signifie « Vous n'êtes plus une jeune femme, une demoiselle, vous êtes passée dans la catégorie d'après. » Merci beaucoup. Elle hait ces questionnaires où il faut cocher la tranche d'âge à laquelle on appartient. Il a fallu renoncer à la séduisante tranche des 30-39 ans pour passer à celle moins attrayante des 40-49 ans. La quarantaine, Sarah ne l'a pas vue venir. Pourtant, elle a bien eu 38 ans, mais elle a même eu 39, même 40. Non, vraiment, elle ne s'y attendait pas. Elle ne pensait pas que cela viendrait si vite. Personne n'est jeune après 40 ans. Elle se souvient de cette phrase de Coco Chanel, lue dans un magazine qu'elle avait aussitôt refermée. Elle n'avait pas pris le temps de lire la suite. Mais on peut être irrésistible à tout âge. Mademoiselle. Sarah corrige immédiatement en se redressant. Elle tente de se lever, mais le pompier l'arrête d'un geste à la fois doux et autoritaire. Elle proteste, évoque le dossier qu'elle est en train de plaider. Une affaire urgente de la première importance, comme elles le sont toujours. Vous vous êtes coupé en tombant, on doit vous faire des points. À côté d'elle se tient Inès, la collaboratrice qu'elle a recrutée et qui l'assiste dans ses dossiers. La jeune femme l'informe que l'audience a été reportée. Elle vient d'appeler le cabinet pour décaler ses rendez-vous suivants. Comme toujours, Inès est réactive, efficace, en un mot, parfaite. Elle semble inquiète pour Sarah, propose de l'accompagner à l'hôpital, mais celle-ci préfère la renvoyer au cabinet. Elle sera plus utile là-bas, pour préparer l'assignation du lendemain. Tandis qu'elle patiente dans le service des urgences du CHUM, Sarah songe qu'en dépit de son nom charmant, qui évoque ici une petite amie et connote une relation amoureuse, le CHU de Montréal n'a rien d'attrayant. Elle finit par se lever pour s'en aller. Elle n'a pas l'intention de patienter 2 heures pour 3 points sur le front. Un simple pansement suffira. Elle doit retourner travailler. Un médecin la rattrape, la fait rasseoir. Elle doit attendre d'être examinée. Sarah proteste, mais n'a d'autre choix que d'obtempérer. Bonsoir, merci pour les j'aime, c'est gentil. Elena. L'interne qui ausculte enfin a les mains longues et fines. Il a l'air concentré. Il lui pose de nombreuses questions auxquelles Sarah répond de façon laconique. Elle ne saisit pas l'intérêt de tout cela. Elle va bien, elle le répète. Mais l'interne poursuit son examen. À contre-cœur, comme une suspecte à laquelle on arracherait les aveux, elle finit par l'admettre. Oui, elle est fatiguée en ce moment. Comment ne pas l'être lorsqu'on a 3 enfants, une maison à tenir, un frigo à remplir, en plus d'un travail à plein temps? Sarah ne dit pas que depuis un mois, elle se lève épuisée. Que chaque soir, quand elle rentre, après avoir écouté le compte-rendu de Ron sur la journée des enfants, dîné avec eux, couché les jumeaux et fait réciter ses leçons à Anna, elle s'effondre sur le canapé et s'endort avant d'avoir atteint la télécommande
de cet écran géant qu'elle vient d'acheter et ne regarde jamais. Elle ne dit pas non plus cette douleur dans la poitrine du côté gauche qu'elle ressent depuis quelque temps. Sans doute rien. Elle n'a pas envie d'en parler. Pas là, pas maintenant, à cet inconnu en blouse blanche qui la dévisage d'un air froid. Ce n'est pas le moment. L'interne semble pourtant inquiet. Sa tension est basse, et puis il y a cette pâleur. Sarah minimise. Elle fait semblant, donne le change. Elle est douée pour ça. Après tout, c'est un métier. Tous connaissent cette boutade au cabinet. Quand sait-on qu'un avocat ment? Lorsque ses lèvres bougent. Elle est venue à bout des magistrats les plus retors de la ville. Ce n'est pas un jeune interne qui la fera tomber. Un simple coup de pompe, voilà tout. Un burn-out. Le terme la fait sourire. Une expression à la mode, galvaudée, et bien grand mot pour un petit coup de fatigue. Elle n'a pas assez mangé ce matin ou pas assez dormi. Pas assez baisé, serait-elle tentée d'ajouter avec humour, mais l'air sévère de l'interne la dissuade de toute tentative de rapprochement. C'est dommage. Il serait presque beau avec ses petites lunettes et ses cheveux bouclés, presque son genre. Elle va prendre des vitamines. S'il veut, oui. En souriant, elle évoque un cocktail boostant dont elle a le secret. Café, cognac et cocaïne. Très efficace, il devrait essayer. L'interne n'est pas d'humeur à plaisanter. Il lui suggère de se reposer, de prendre un congé, lever le pied. Voilà le terme qu'il emploie. Sarah éclate de rire. On peut donc être médecin et avoir de l'humour? Lever le pied? Et comment? En vendant ses enfants sur eBay? En décidant qu'à partir de ce soir on ne mange plus? En annonçant à ses clients qu'elle fait grève au cabinet? Elle gère des dossiers aux enjeux cruciaux qu'elle ne peut déléguer. S'arrêter n'est pas une option. Prendre un congé, elle ne sait même plus ce que cela veut dire. Elle arrive à peine à se souvenir de ses dernières vacances, l'année précédente, ou celle d'avant. L'interne laisse échapper cette phrase creuse qu'elle préfère ne pas relever. Personne n'est irremplaçable. Il n'a visiblement aucune idée de ce que signifie être associé chez Johnson & Lockwood. Aucune idée de ce que veut dire être dans la peau de Sarah Cohen. Elle veut s'en aller maintenant. L'interne tente de la retenir pour d'autres examens, mais elle se défile. Elle n'est pourtant pas du genre à remettre au lendemain. À l'école, elle était une élève studieuse, disaient ses professeurs. Elle détestait faire le travail à la dernière minute. Elle aimait s'avancer selon sa propre expression. Elle avait l'habitude de consacrer les premières heures du week-end ou des vacances à ses devoirs. Elle se sentait plus libre ensuite. Au cabinet aussi, elle a toujours une longueur d'avance sur les autres. C'est ce qui lui a valu de progresser si vite. Elle ne laisse rien au hasard. Elle l'anticipe. Mais pas là. Pas maintenant. Ce n'est pas le moment. Alors Sarah repart vers le monde, vers ses rendez-vous, ses calls, ses listes, ses dossiers, ses plaidoiries, ses réunions, ses notes, ses comptes rendus, ses déjeuners d'affaires, ses assignations, ses référés, ses 3 enfants. Bonsoir, merci pour le like, c'est gentil. Elle retourne au front comme un bon petit soldat, remet ce masque qu'elle a toujours porté et qui lui va si bien, celui de la femme souriante, à qui tout réussit. Il n'est pas abîmé, pas même fissuré. En arrivant au cabinet, elle rassurera Inès et ses collaborateurs, ce n'était rien. Et tout repartira comme avant. Dans les semaines qui suivront, il y aura cette visite de contrôle chez la gynécologue. Oui, je sens quelque chose, dira-t-elle en auscultant Sarah, et son visage alors se teindra d'inquiétude. Elle lui prescrira une série d'examens aux noms barbares qui font peur, rien qu'à les prononcer, mammographie, IRM, scanner, biopsie, des examens qui, à eux seuls, sont presque un diagnostic, une condamnation. Mais pour l'instant, ce n'est pas le moment. Sarah quitte l'hôpital contre l'avis de l'interne. Pour l'instant, tout va bien. Tant qu'on n'en parle pas, ça n'existe pas.
La pièce n'est pas plus grande qu'une chambre, on pourrait y mettre un lit, tout au plus. Et encore, ce serait un lit d'enfant, c'est là que je travaille seule, jour après jour, dans le silence. Bien sûr, il y a des machines, mais le rendu est plus épais. Ici, pas de travail à la chaîne. Chaque modèle a un prototype, et chacun d'eux fait ma fierté. Avec le temps, mes mains sont devenues presque indépendantes du reste de mon corps. Si le geste s'apprend, la rapidité s'acquiert au fil des ans. Je travaille depuis si longtemps, penchée sur ce métier, que mes yeux en sont usés. Mon corps est fatigué, perclus de rhumatisme, et pourtant, mes doigts n'ont rien perdu de leur agilité. Bonsoir Rémi, merci pour l'excellence. Parfois, mon esprit s'échappe de cet atelier et m'entraîne vers des contrées lointaines, vers des vies inconnues, dont les voix me parviennent comme un écho tenu, et se mêlent à la mienne. Smita. Village de Padlapur, Uttar Pradesh, Inde. En entrant dans la cahute, Smita remarque immédiatement l'expression de sa fille. Assez hâtée de finir sa tournée, ne s'est pas arrêtée chez la voisine pour partager les restes de Jade comme elle en a l'habitude. Elle a couru au puits prendre de l'eau, a déposé son panier de joncs et s'est lavée dans la cour, un seau, pas plus. Il faut en laisser pour Lalita et Nagarajan. Tous les soirs, avant de passer le seuil de sa maison, Smita frotte 3 fois son corps avec du savon. Elle refuse de ramener l'odeur infâme chez elle. Elle ne veut pas que sa fille et son mari l'associent à cette puanteur. Cette odeur, l'odeur de la merde des autres, ce n'est pas elle. Elle ne veut pas être réduite à ça. Alors elle frotte de toutes ses forces. Ses mains, ses pieds, son corps, son visage. Elle frotte à s'en arracher la peau. Derrière ce bout de tissu qui lui sert de paravent, dans le fond de cette cour, à l'orée du village de Badapur, aux confins de l'Uttar Pradesh. Smita se sèche et met des vêtements propres avant d'entrer dans la cahute. Lalita est assise dans un coin, les genoux serrés contre la poitrine. Elle a le regard fixe, rivé au sol. Sur son visage flotte une expression que sa mère ne lui connaît pas. Un mélange indéfinissable de colère et de tristesse. « Qu'est-ce que tu as » L'enfant ne répond pas. Elle ne desserre pas les mâchoires. « Dis-moi, raconte, parle !» Lalita reste muette, le regard dans le vide, comme si elle fixait un point imaginaire qu'elle est la seule à voir. Un lieu inaccessible, loin de la cahute, loin du village, où personne ne peut l'atteindre, pas même sa mère. Smita s'énerve. « Mais parle !» L'enfant se recroqueville, rentre en elle-même comme un escargot effrayé dans sa coquille. Il serait facile de la secouer, de crier, la forcer à parler. Mais Smita connaît sa fille. Elle ne tirera rien d'elle. Ainsi, dans son ventre, le papillon s'est transformé en crabe. Un sentiment d'angoisse l'étreint. Que s'est-il donc passé à l'école ? Elle ne connaît pas ce monde-là, pourtant, elle y a envoyé sa fille, son trésor. A-t-elle eu tort ? Que lui ont-ils fait ? Elle observe l'enfant dans son dos, le sari semble déchiré. Un accroc, oui, c'est un accroc. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu t'es sali ? Où est-ce que tu as traîné ? Smita attrape la main de sa fille et la tire à elle pour la décoller du mur, le sari neuf qu'elle a cousu des heures durant, nuit après nuit, renonçant à dormir pour qu'il soit prêt à temps, ce sari qui fait sa fierté est déchiré, abîmé, souillé. « Tu l'as déchiré ! Regarde !» Smita se met à crier, furieuse avant de se figer. Un doute terrible s'empare d'elle. Elle entraîne Lalita dans la cour, au grand jour, l'intérieur de la cahute est sombre et ne laisse guère entrer la lumière. Elle entreprend de la déshabiller, lui ôtant vigoureusement le sari. Lalita n'oppose pas de résistance, l'étoffe cède facilement. Le vêtement est un peu grand pour elle. Smita tressaille en découvrant le dos de l'enfant. Il est zébré de marques rouges, des traces de coups. La peau est fendue par endroits à vif, rouge vermillon comme son bindi. « Qui t'a fait ça ? Dis-moi, qui t'a frappé ?» La petite fille baisse les yeux et laisse échapper 2 mots seulement. « Le maître. » Le visage de Smita s'empourpre. La jugulaire de son cou se gonfle sous l'effet de la colère. Lalita a horreur de cette petite veine ensaillie qui lui fait peur. Sa mère est si calme d'habitude. Smita attrape l'enfant et la secoue. Son petit corps nu vacille comme une brindille.
Pourquoi? Qu'as-tu fait? Tu n'as pas obéi? Elle explose. Sa fille désobéissante le jour de la rentrée. C'est sûr, le maître ne voudra pas la reprendre. Tous ses espoirs envolés, ses efforts anéantis. Elle sait ce que cela veut dire. Le retour aux latrines, à la fange, à la merde des autres. À ce panier maudit dont elle voulait tant la préserver. Smita n'a jamais été violente, elle n'a jamais frappé personne. Mais elle sent soudain monter en elle une bouffée de rage incontrôlée. C'est un sentiment nouveau qui l'envahit tout entière, une marée qui recouvre la digue de sa raison et la submerge. Elle gifle l'enfant. Lalita se recroqueville sous les coups. Elle protège son visage de ses mains du mieux qu'elle peut. Nagarajan est en train de rentrer des champs lorsqu'il entend des cris dans la cour. Il se précipite, il s'interpose entre sa femme et sa fille. Arrête, Smita! Il parvient à la repousser et prend Lalita dans ses bras. Elle est secouée de sanglots. Il découvre les marques de coups dans son dos, les zébrures sur la peau fendue. Il serre l'enfant contre lui. Elle a désobéi au Brahmana, hurle Smita. Nagarajan se tourne vers sa fille, toujours dans ses bras. C'est vrai. Après un moment de silence, Lalita finit par lâcher cette phrase qui vient les gifler tous deux. Il voulait que je balaie la classe. Smita s'est figée. Lalita a parlé tout bas. Elle n'est pas sûre d'avoir bien entendu. Elle l'a fait répéter. Qu'est-ce que tu dis? Il voulait que je balaie devant les autres. J'ai dit non. Redoutant de nouveaux coups, l'enfant se recroqueville. Elle devient plus petite soudain, comme si elle rétrécissait sous l'effet de la peur. Smita a le souffle coupé. Elle attire à elle la fillette, la serre aussi fort que ses frêles membres le lui permettent et se met à pleurer. Lalita enfouit sa tête dans le cou de sa mère en signe d'abandon et de paix. Elle reste longtemps ainsi, sous le regard désemparé de Nagarajan. C'est la première fois qu'il voit sa femme pleurer. Devant les épreuves que la vie leur a imposées, elle n'a jamais flanché, jamais cédé. C'est une femme forte et volontaire. Mais pas aujourd'hui. Bonsoir, merci pour les likes, c'est gentil. Serrée contre le corps de sa fille meurtrie et humiliée, elle redevient une enfant comme elle. Elle pleure ses espoirs déçus, cette vie dont elle a tant rêvé et qu'elle ne pourra pas lui offrir. Parce qu'il aura toujours des jattes et des brahmanas pour leur rappeler qui ils sont et d'où ils viennent. Le soir, après avoir couché et bercé Lalita, qui s'est finalement endormie, Smita laisse éclater sa colère. Pourquoi a-t-il fait ça, ce maître, ce brahman? Il est pourtant d'accord pour accueillir Lalita avec les autres. Bonne soirée, merci d'être passé, c'est gentil. Les enfants de Jat, il a pris leur argent, il leur a dit d'accord. Cet homme, Smita le connaît, et sa famille aussi. Sa maison est au centre du village. Elle nettoie ses latrines tous les jours. Sa femme lui donne du riz parfois. Alors, pourquoi? Soudain, elle repense aux 5 lacs que Vishnu avait remplis du sang des Kshatriyas lorsqu'il avait défendu la caste des Brahmanes. Ce sont eux les lettrés, les prêtres, les éclairés, au-dessus de toutes les autres castes, au sommet de l'humanité. Pourquoi s'en prendre à Lalita? Sa fille n'est pas un danger pour eux. Elle ne menace ni leur savoir, ni leur position. Alors pourquoi la replonger ainsi dans la fange? Pourquoi ne pas lui apprendre à lire et à écrire comme aux autres enfants? Balayer la classe, cela veut dire tu n'as pas le droit d'être ici. Tu es une Dalit, une scavenger, ainsi tu resteras, ainsi tu vivras. Tu mourras dans la merde comme ta mère et ta grand-mère avant toi, comme tes enfants, tes petits-enfants et tous ceux de ta descendance. Il n'y aura rien d'autre pour vous, les intouchables, rebuts de l'humanité, rien d'autre que ça, cette odeur infâme pour les siècles et les siècles, juste la merde des autres, la merde du monde entier, à ramasser. Lalita ne s'est pas laissée faire. Elle a dit non. À cette pensée, Smita se sent fière de sa fille. Cet enfant de 6 ans, à peine plus haute qu'un tabouret, a regardé le brahman dans les yeux et lui a dit non. Il l'a attrapée, l'a frappée avec sa baguette en jonc au milieu de la classe devant tous les autres. Lalita n'a pas pleuré, n'a pas crié, elle n'a pas émis un seul son. Lorsque l'heure du déjeuner a sonné,
Le brahman l'a privée de repas, il a confisqué la boîte en fer que Smita avait préparée pour elle. La petite fille n'a même pas eu le droit de s'asseoir, juste celui de regarder les autres manger. Elle n'a pas réclamé, n'a pas mendié. Elle est restée debout, seule, digne. Oui. Smita se sent fière de sa fille. Elle mange peut-être du rat, mais elle a plus de force que tous ces brahmanes et ces jattes réunis. Ils ne l'ont pas domptée, pas écrasée. Ils l'ont rouée de coups, zébrée de cicatrices. Mais elle est là, au-dedans d'elle-même, intacte. Nagarajan n'est pas d'accord avec sa femme. Lilita aurait dû céder et passer le balai. Après tout, ce n'est pas si terrible un coup de balai. Ça fait moins mal qu'un coup de baguette en jonc. Smita explose. Comment peut-il parler ainsi? L'école est faite pour instruire, non pour asservir. Elle va aller lui parler au brahman. Elle sait où il habite. Elle connaît la porte dérobée à l'arrière de sa maison. Elle y entre tous les jours avec son panier pour nettoyer sa fange. Nagarajan la retient. Elle ne gagnera rien à affronter le brahman. Il est plus puissant qu'elle. Tous sont plus puissants qu'elle. Lalita doit accepter les brimades si elle veut retourner à l'école. C'est à ce prix qu'elle apprendra à lire et à écrire. C'est ainsi dans leur monde, on ne sort pas impunément de sa caste. Tout se paie ici. Smita dévisage son mari en tremblant de colère. Elle ne laissera pas son enfant devenir le bouc émissaire du brahman. Comment ose-t-il l'imaginer? Comment peut-il même y penser? Il devrait prendre sa défense, s'insurger, lutter contre le monde entier pour sa fille. N'est-ce pas ce que doit faire un père? Smita préférerait mourir que de l'envoyer à nouveau à l'école. Lalita n'y mettra plus les pieds. Elle maudit cette société qui écrase ses faibles, ses femmes et ses enfants, tous ceux qu'elle devrait protéger. Soit, répond Nagarajan. Lalita n'y retournera pas. Demain, Smita l'emmènera avec elle pour sa tournée. Elle lui apprendra le métier de sa mère et sa grand-mère. Elle lui transmettra son panier. Après tout, c'est ce que font les femmes de sa famille depuis des siècles. Ce sont des dharmas. Smita a eu tort d'espérer autre chose pour elle. Elle a voulu sortir de sa route, du chemin qui était tracé. Le brahman l'y a reconduite à grands coups de baguette en jonc. La discussion est terminée. Ce soir-là, Smita prie devant le petit hôtel consacré à Vishnu. Elle sait qu'elle ne pourra pas trouver le sommeil. Elle repense aux 5 lacs de sang. Elle se demande combien de lacs de leur sang à eux, les intouchables, il faudra remplir pour les libérer de ce joug millénaire. Ils sont des millions comme elle, des masses résignées attendant la mort. Tout ira mieux dans une vie prochaine, disait sa mère, à moins que le cycle infernal des réincarnations ne cesse. Le nirvana, l'ultime destination. Voilà ce qu'elle espérait. Mourir près du Gange, le fleuve sacré, était son rêve. On dit qu'après le cycle infernal de la vie s'arrête. Ne plus renaître, se fondre dans l'absolu, le cosmos, voilà le but suprême. Cette chance n'est pas donnée à tout le monde, disait-elle. D'autres sont condamnés à vivre, l'ordre des choses doit être accepté comme une sanction divine. C'est ainsi. L'éternité se mérite. En attendant l'éternité, les Dalits courbent l'échine. Mais pas Smita, pas aujourd'hui. Pour elle-même, elle a accepté ce sort comme une cruelle fatalité. Mais ils n'auront pas sa fille. Elle s'en fait la promesse, là, devant l'autel, dédié à Vishnu, au milieu de la cahute sombre où son mari dort déjà. Non, ils n'auront pas Lalita. Sa révolte est silencieuse, inaudible, presque invisible. Mais elle est là. Giulia, Palerme, Sicile. On dirait la belle au bois dormant, songe Giulia en regardant son père. Voilà 8 jours qu'il repose dans ce lit d'hôpital au drap blanc. Son état est stationnaire. Il a l'air paisible, endormi ainsi, comme une fiancée qui attendrait qu'on vienne la réveiller. Giulia songe à l'histoire de la Bella Addormentata que lui lisait le soir lorsqu'elle était enfant. Il prenait une voix grave pour évoquer la mauvaise fée, celle qui jette le sort funeste. Ce conte, elle l'avait entendu 1000 fois, mais se sentait toujours soulagée quand la princesse enfin se réveillait. Elle aimait tant cela, la voix de son père résonnant dans la maison familiale à la nuit tombée. La voix s'est tue. Il n'y a que le silence à présent, autour du papa.
Il a fallu reprendre le travail à l'atelier. Les ouvrières ont toutes manifesté leur soutien à Giulia. Gina lui a cuisiné la cassate qu'elle aime tant. Agnès a acheté des chocolats pour la mamma. La nonna a proposé de la relayer au chevet du papa. Alessia, dont le frère est chanoine, a fait dire des prières à Santa Catarina. C'est toute une petite communauté qui se tient là autour de Giulia et refuse de céder au chagrin. Devant elle, la jeune femme veut rester positive, comme son père l'a toujours été. Il va sortir du coma, elle en est convaincue. Il va reprendre sa place ici. Ce n'est qu'une parenthèse, se dit-elle. Un instant suspendu. Chaque soir, elle se rend à son chevet après la fermeture de l'atelier. Elle a pris l'habitude de lui faire la lecture. D'après les médecins, les patients dans le coma entendent ce qu'on dit autour d'eux. Alors Giulia lit à voix haute, des heures durant, de la poésie, de la prose, des romans. C'est à moi de lui lire des histoires à présent, se dit-elle. Il l'a tant fait pour moi. De là où il est, son papa l'entend, elle le sait. Ce jour-là, elle se rend à la bibliothèque à la pause déjeuner pour y emprunter des livres à son intention. Alors qu'elle pénètre dans la salle de lecture, baignée de silence, un étrange événement se produit. Elle ne le voit pas tout de suite, caché entre les rayonnages. Soudain, elle l'aperçoit. Il est là, le turban. Le turban de la dernière fois, celui de la rue, le jour de la Santa Rosalia. Giulia est stupéfaite. L'inconnu est de dos. Elle ne peut pas voir son visage. Il change d'allée. Elle lui emboîte le pas, intriguée. Alors qu'il saisit un ouvrage, elle voit enfin ses traits. C'est bien lui. L'homme arrêté par les carabinieri. Il semble chercher quelque chose qu'il ne parvient pas à trouver. Troublée par la coïncidence, Giulia reste un moment à l'observer. Il ne l'a pas remarqué. Elle finit par approcher. Elle ne sait comment l'aborder. Elle n'a pas l'habitude d'accoster les hommes. D'ordinaire, ce sont eux qui viennent lui parler. Giulia est belle, on le lui a souvent dit. Malgré ses allures de garçonne, elle dégage un mélange d'innocence et de sensualité qui ne laisse pas les représentants de la gente masculine indifférents. Les yeux qui brillent sur le passage des filles. Elle connaît. Les Italiens sont doués pour ça, les belles paroles, la ritournelle. Elle sait bien où ça mène. Pourtant, une audace inattendue s'empare d'elle. Buongiorno. L'inconnu se retourne, surpris. Il ne semble pas la reconnaître. Giulia marque un temps, intimidée. Je vous ai vu l'autre jour dans la rue pendant le défilé, quand les gendarmes. Elle ne finit pas sa phrase, soudain gênée. Et si l'évocation de l'incident le mettait mal à l'aise? Déjà, elle regrette son audace. Elle voudrait disparaître, ne jamais l'avoir abordé. Mais l'homme hoche la tête. Il la reconnaît maintenant. Giulia reprend. J'avais peur qu'il vous ait mis en prison. Il sourit, dans une expression où se mêlent candeur et amusement. Qui est donc cette étrange fille qui semble s'inquiéter de lui? Ils m'ont gardé l'après-midi et ils m'ont laissé repartir. Giulia observe ses traits. Malgré sa peau sombre, il a les yeux incroyablement clairs. Elle les voit nettement à présent. Ils sont d'un bleu tirant sur le vert, à moins que ce soit l'inverse. Le mélange est intriguant. Elle s'enhardit. Je peux peut-être vous aider? Je connais bien les rayons. Vous cherchez un ouvrage en particulier? L'homme explique qu'il voudrait un livre en italien, quelque chose de pas trop compliqué, précise-t-il. S'il parle couramment, il a encore du mal avec la langue écrite. Il aimerait progresser. Giulia acquiesce. Elle l'entraîne vers le rayon de littérature italienne. Elle hésite. Les auteurs contemporains lui semblent difficiles d'accès. Elle finit par lui conseiller un roman de Salgari qu'elle lisait enfant. I figli dell'aria, son préféré. L'inconnu le prend et la remercie. N'importe quel homme d'ici chercherait à la retenir, engagerait la conversation. Il profiterait de l'occasion pour tenter de la séduire. Pas lui. Il la salue simplement avant de s'éloigner. En le regardant quitter la bibliothèque,
Munie du livre qu'elle vient d'emprunter, Julia sent son cœur se serrer. Elle s'en veut de ne pas avoir le courage de le rattraper. Ici, ces choses-là ne se font pas. On ne court pas après un homme qu'on vient de rencontrer. Elle regrette d'être cette jeune femme-là qui, depuis toujours, s'accoude aux événements pour les regarder passer, sans oser en changer le cours. À cet instant, elle maudit son manque d'audace et sa passivité. Bien sûr, elle a eu des amis, des flirts, quelques histoires. Il y a eu des baisers, des caresses à la dérobée. Julia s'est laissée faire, se contentant de répondre à l'intérêt qu'on lui manifestait. Elle ne s'est jamais donné le mal de plaire. Elle reprend le chemin de l'atelier en songeant à l'inconnu, à ce turban qui lui donne un air décalé, hors du temps, à ses cheveux qu'il doit cacher, à son corps aussi sous la chemise froissée. À cette pensée, elle rougit. Elle revient le lendemain, animée du secret espoir de le recroiser. Elle n'a pourtant pas besoin de livres ce jour-là. Elle n'a pas encore fini ce qu'elle lit au papa. Elle se fige en pénétrant dans la salle de lecture. L'homme est là, au même endroit que la veille. Il lève les yeux vers elle, comme s'il l'attendait. À cet instant, Julia a l'impression que son cœur va se décrocher. Il s'approche d'elle, si près qu'elle peut sentir son haleine tiède et sucrée. Il voulait la remercier pour le livre qu'elle lui a conseillé. Il ne savait pas quoi lui offrir, alors il lui a apporté une petite bouteille d'huile d'olive de la coopérative où il est employé. Julia le dévisage, touchée. Il y a en lui un mélange de douceur et de dignité qui la bouleverse. C'est la première fois qu'un homme la trouble ainsi. Elle prend la fiole, étonnée. Il précise qu'il appréciait lui-même les fruits après les avoir ramassés. Alors qu'il s'apprête à s'en aller, Julia s'enhardit. Les joues en feu, elle lui propose de les faire quelques pas sur la jetée. La mer est proche, le ciel est dégagé. L'inconnu marque un temps avant d'accepter. Kamaljit Singh, tel est son nom, n'est pas bavard. C'est un détail qui surprend Julia. Ici, les hommes sont volubiles, se plaisent à parler d'eux. Le rôle des femmes est de les écouter. Comme le lui a expliqué sa mère, il faut laisser l'homme briller. Kamal est différent. Il ne se livre pas facilement. À Julia, il accepte pourtant de raconter son histoire. De religion sikh, il a quitté le Cachemire à l'âge de 20 ans, fuyant les violences faites aux siens là-bas. Depuis les événements de 1984, lorsque l'armée indienne a réprimé dans le sang les revendications des indépendantistes, massacrant les fidèles dans le temple d'or, leur sort est menacé. Kamal est arrivé en Sicile par une nuit glacée, sans ses parents. Beaucoup font le choix d'envoyer leurs enfants en Occident, à leur majorité. Il a été accueilli par l'importante communauté sikh de l'île. L'Italie est le deuxième pays d'Europe à les accueillir après l'Angleterre, précise-t-il. Il s'est mis à travailler par le biais du caporalato, une pratique qui fournit aux employeurs une main-d'œuvre à bon marché. Il raconte comment le caporalet recrute et achemine les clandestins vers leur lieu de travail. Pour couvrir les frais de déplacement, Pour couvrir les frais de déplacement, la bouteille d'eau et le maigre panino qu'il leur donne, il prend un pourcentage de leur salaire, parfois jusqu'à la moitié. Kamal se souvient avoir travaillé pour 1 ou 2 euros de l'heure. Il a ramassé tout ce que la terre d'ici produit, des citrons, des olives, des tomates cerises, des oranges, des artichauts, des courgettes, des amandes. Les conditions de travail ne sont pas négociables. Ce que le caporal offre à prendre ou à laisser. Sa patience a finalement été récompensée. Après 3 ans passés à l'illégalité, Kamal a obtenu le statut de réfugié et une carte de résident permanent. Il a trouvé un travail de nuit dans une coopérative fabriquant de l'huile d'olive. C'est un emploi qui lui plaît. Il raconte comment il peigne les branches d'olivier avec une sorte de râteau pour en ramasser les fruits sans les abîmer. Il aime la compagnie de ces arbres parfois millénaires. Il se dit fasciné par leur longévité. L'olive est un aliment noble, conclut-il en souriant, un symbole de paix.
Si l'administration l'a régularisé, le pays ne l'a pas pour autant adopté. La société sicilienne regarde de loin ses immigrés, les deux mondes se côtoient sans parler. Kamal avoue regretter son pays. Lorsqu'il l'évoque, un voile de tristesse l'enveloppe, comme un grand manteau flottant autour de lui. Ce jour-là, Julia revient à l'atelier avec 2 heures de retard. Pour rassurer la nonna qui s'est inquiétée, elle prétend qu'un pneu de son vélo a crevé. Elle ne dit pas la vérité. Si le deux roues est intact, son âme vient de chavirer. Sarah, Montréal, Canada. La bombe est lâchée. Elle vient d'exploser là, dans le cabinet de ce médecin un peu gauche qui ne sait pas comment annoncer la nouvelle. Il a pourtant de l'expérience, des années de pratique à son actif, mais voilà, il ne s'y fait pas. Trop de compassion pour ses patientes, sans doute toutes ces femmes jeunes et moins jeunes qui voient leur vie basculer en quelques minutes à l'annonce d'un mot redouté. BRCA2. Sarah l'apprendra par la suite, le nom du gène mutant, la malédiction des femmes askénazes. Comme si ce n'était pas assez, pensera-t-elle, il y a eu les pogroms, la Shoah, pourquoi elle et les siens, encore? Elle le lira écrit noir sur blanc dans un article médical. Les femmes juives askénazes ont une chance sur 40 de développer un cancer du sein, contre 1 sur 500 dans la population globale. C'est un fait scientifiquement établi. Il y a des facteurs aggravants. Un cas de cancer chez les ascendants directs, une grossesse gémellière. Tous les signaux étaient là, pensera Sarah, visibles, évidents. Elle ne les a pas vus, ou n'a pas voulu les voir. En face d'elle, le médecin a des sourcils noirs et broussailleux. Sarah ne peut pas en détacher les yeux. C'est étrange, cet homme qu'elle ne connaît pas est en train de lui parler de la tumeur sur ses radios, la taille d'une mandarine, précisa-t-il. Pourtant, elle n'arrive pas à se concentrer sur ce qu'il dit. Elle a l'impression de ne distinguer que cela, ses sourcils bruns et hirsutes, semblables à un territoire peuplé de bêtes sauvages. Il y a aussi des poils qui sortent de ses oreilles. Des mois plus tard, lorsque Sarah repensera à ce jour, c'est ce souvenir qui lui reviendra en premier. Les sourcils du médecin qui lui a annoncé qu'elle avait un cancer. Bien sûr, il ne dit pas le mot. C'est un mot que personne ne prononce, un mot qu'il faut deviner derrière les périphrases du jargon médical dans lequel on la noie. On dirait qu'il est une insulte, qu'il est tabou, maudit. C'est pourtant de cela qu'il s'agit. La taille d'une mandarine, a-t-il dit. C'est là, c'est bien là. Sarah a pourtant tout fait pour reculer cette échéance, ne pas s'avouer la douleur lancinante, la fatigue extrême. Elle en a chassé l'idée à chaque fois qu'elle se présentait, à chaque fois qu'elle aurait dû la formuler. Mais aujourd'hui, il faut faire face. C'est là. Ça existe. Une mandarine, c'est énorme et dérisoire à la fois, pense Sarah. Elle ne peut s'empêcher de se dire que la maladie l'a prise en traître, au moment où elle s'attendait le moins. La tumeur est maligne, sournoise. Elle a œuvré silencieusement dans l'ombre à préparer son coup. Sarah écoute le médecin, elle observe ses lèvres bouger, mais ses mots ne semblent pas la toucher, comme si elle les percevait à travers une épaisseur ouatée, comme si au fond ils ne la concernaient pas. Pour un proche, elle serait inquiète, affolée et effondrée. Étrangement, pour elle-même, il n'en est rien. Elle écoute le médecin sans y croire, comme s'il lui parlait d'un autre, de quelqu'un qui lui serait tout à fait étranger. À la fin de l'entretien, on lui demande si elle a des questions. Sarah secoue la tête et sourit, de ce sourire qu'elle connaît bien, et affiche en toutes circonstances ce sourire qui veut dire « Ne vous en faites pas, ça ira ». C'est un leurre, bien sûr, un masque derrière lequel elle entasse ses chagrins, ses doutes et ses angoisses. Un beau bazar là-dedans, à dire vrai. De l'extérieur, rien ne paraît. Le sourire de Sarah est lisse, gracieux, parfait. Au médecin, elle ne demande pas ses chances, elle refuse de réduire son avenir à une statistique. Certains veulent savoir, elle pas.
Elle ne laissera pas les chiffres s'immiscer en elle, dans sa conscience, dans son imaginaire. Il serait capable de proliférer comme la tumeur elle-même, de saper son moral, sa confiance, sa guérison. Dans le taxi qui la ramène au cabinet, elle dresse un état des lieux de la situation. Elle est une guerrière. Elle va se battre. Sarah Cohen va traiter cette affaire comme elle traite toutes les autres. Elle qui ne perd jamais un dossier, ou si peu, ne va pas se laisser impressionner par une mandarine, si maligne soit-elle. Dans l'affaire Sarah Cohen versus M, puisque tel sera désormais son nom de code, il y aura des attaques, des contre-attaques, des coups bas aussi, sans doute. La partie adverse ne s'avouera pas vaincue si facilement. Sarah le sait, la mandarine est vicieuse, sûrement l'adversaire la plus retorse qu'elle ait eu à faire. Il s'agit d'une procédure au long cours. Ce sera une guerre des nerfs, une succession de moments d'espoir, de doute et d'autres, où peut-être elle se croira vaincue. Il faudra tenir coûte que coûte. Ce genre de combat se gagne à l'endurance. Sarah le sait. Comme elle étudiera un dossier, elle brosse à grands traits sa stratégie d'attaque de la maladie. Elle ne va rien dire, à personne. Au cabinet, nul ne doit savoir. La nouvelle fera l'effet d'une bombe dans l'équipe et pire encore chez ses clients. Cela risquerait de les inquiéter inutilement. Sarah est l'une des fondations du cabinet, l'un de ses piliers. Elle doit rester solide pour ne pas faire pencher l'édifice tout entier. Et puis elle ne veut pas de la pitié des autres, de leur compassion. Certes, elle est malade, mais ce n'est pas une raison pour que sa vie change. Il faudra être très organisé pour ne pas éveiller les soupçons, inventer des codes secrets dans son agenda pour ses séances à l'hôpital, trouver des raisons pour justifier ses absences. Il faudra se montrer inventive, méthodique, rusée. Telle l'héroïne d'un roman d'espionnage, Sarah va mener une guerre souterraine. Un peu comme on cache une lésion extra-conjugale, elle va organiser l'anonymat de sa maladie. Elle sait faire ça, compartimenter sa vie. Elle a des années de pratique. Elle va continuer la construction de son mur, encore plus haut, toujours plus haut. Après tout, elle a réussi à dissimuler ses grossesses, elle ne parviendra pas à cacher son cancer. Il sera son enfant secret, son fils illégitime, dont nul ne pourra soupçonner l'existence. Inavouable et invisible. Lorsqu'elle revient au cabinet, Sarah reprend le cours de ses activités. Imperceptiblement, elle guette la réaction de ses collègues, leurs regards, l'inflexion de leur voix. Elle constate avec soulagement que personne n'a rien remarqué. Non, elle n'a pas le mot cancer gravé sur le front. Personne ne voit qu'elle est malade. À l'intérieur, elle est en miettes. Mais cela, personne ne le sait. Smita, village de Patlabur, Uttar Pradesh, Inde. Partir. Cette pensée s'est imposée à Smita comme une injonction du ciel. Il faut quitter le village. Lalinda ne retournera pas à l'école. Le maître l'a battue après qu'elle ait refusé de balayer la classe devant ses camarades. Plus tard, ses enfants deviendront des fermiers dont elle devra vider les latrines. De cela, il n'est pas question. Smita ne le permettra pas. Elle a entendu une fois cette phrase de Gandhi, citée par un médecin qu'elle avait rencontré dans un dispensaire du village voisin. Nul ne doit toucher de ses mains les excréments humains. À ce qu'il paraît, le Mahatma avait déclaré le statut d'intouchable illégal, contraire à la Constitution et aux droits de l'homme, mais depuis, rien n'a changé. La plupart des Dalits acceptent leur sort sans protester. D'autres se convertissent en bouddhisme pour échapper au système des castes à la manière des Baba Saheb, le maître spirituel des Dalits. Smita a entendu parler de ces grandes cérémonies collectives où ils sont des millions à échanger de religion. Des lois anti-conversion ont même été promulguées pour tenter de contenir ces mouvements qui affaiblissent le pouvoir des autorités. Les candidats à la conversion doivent désormais obtenir une autorisation, sous peine de poursuites judiciaires. Un détail qui ne manque pas d'ironie. Autant demander à son geôlier la permission de s'évader.
Smita ne peut plus se résoudre à ce choix. Elle est trop attachée à ces divinités que ses parents vénéraient avant elle. Plus que tout, elle croit en la protection de Vishnu. C'est à lui qu'elle adresse ses prières matin et soir depuis qu'elle est née. Elle lui confie, à lui qu'elle confie ses rêves, ses doutes et ses espoirs. L'abandonner la ferait trop souffrir. L'absence de Vishnu laisserait un vide en elle, impossible à combler. Elle se sentirait plus orpheline encore qu'à la mort de ses parents. Elle est en revanche guère attachée à ce village qui l'a vue grandir. Cette terre souillée qu'elle doit nettoyer jour après jour inlassablement ne lui a rien donné, rien offert d'autre que ces rats faméliques que Nagarajan rapporte le soir, triste trophée. Partir, fuir cet endroit, c'est la seule issue. Ce matin, elle réveille Nagarajan. Il a dormi profondément alors qu'elle n'a pas trouvé le repos. Elle envie la tranquillité du sommeil de son mari. La nuit, il est un lac dont nul remous ne vient troubler la surface, alors qu'elle-même s'agite des heures durant. L'obscurité ne la délivre pas de ses tourments, mais au contraire les réverbère, leur donne un terrible écho. Dans le noir, tout lui paraît dramatique et définitif. Elle prie souvent pour qu'il s'arrête, ce tourbillon de pensées qui ne la laisse pas en paix. Elle reste parfois des nuits entières, les yeux grands ouverts. Les hommes ne sont pas égaux devant le sommeil, pense-t-elle. Les hommes ne sont pas égaux devant rien. Nagarajan s'éveille dans un grognement. Smita la tire de sa couche. Elle a réfléchi. Il faut quitter le village. Ils n'ont rien à attendre de cette vie-là, cette vie qui leur a tout pris. Il n'est pas trop tard pour Lalita, la sienne ne fait que commencer. Elle a tout, sauf ce que les autres vont lui enlever. Smita ne la laissera pas faire. Ma femme divague, pense Nagarajan. Elle a encore passé une nuit agitée. Smita se fait présente. Ils doivent partir. Smita se fait pressante. Ils doivent partir à la ville. On raconte que là-bas, il y a des places réservées pour les Dalits dans les écoles et les universités. Des places pour les gens comme eux. Là-bas, Lalita aura sa chance. Nagarajan secoue la tête. La ville est une illusion, un rêve de pacotille. Les Dalits s'y retrouvent sans abri, agglutinés sur les trottoirs ou dans ces bidonvilles qui pullulent à la lisière des agglomérations comme des verrues sur un pied. Au moins ici, ils ont un toit et de quoi manger. Smita s'enflamme. Ils mangent du rat et ramassent de la merde. Là-bas, ils trouveront un travail, ils seront dignes. Elle se sent prête à relever le défi. Elle est courageuse, dure au mal. Elle prendra tout ce qu'on lui proposera, tout, plutôt que cette vie-là. Elle le supplie. Pour elle, pour eux, pour Lalita. Nagarajan est tout à fait éveillée à présent. A-t-elle perdu la tête? Pense-t-elle qu'elle peut disposer ainsi de sa vie? Il lui rappelle alors cette histoire terrible qui a agité le village il y a quelque temps. La fille d'un de leurs voisins, une Dalit comme elle, avait décidé de partir pour étudier en ville. Les Jats l'ont attrapée alors qu'elle fuyait à travers la campagne. Ils l'ont emmenée dans un champ reculé, ils l'ont violée, à 8, 2 jours durant. Lorsqu'elle est rentrée chez ses parents, elle pouvait à peine marcher. Ces derniers sont allés porter plainte auprès de Panchaya, le conseil du village, qui fait autorité ici. Bien sûr, il est aux mains des Jats. Il n'y siège ni femme, ni Dalit, comme ce devrait pourtant être le cas. Chaque décision du Conseil a force de loi, même si elle va à l'encontre de la constitution indienne. Cette justice parallèle n'est jamais discutée. Le Conseil a proposé quelques billets à la famille pour la dédommager, en échange du retrait de la plainte, mais la jeune femme a refusé l'argent de la honte. Son père a tenté de la soutenir, puis a fait par ployer sous la pression de la communauté et s'est donné la mort. Puis a fini par ployer sous la pression de la communauté et s'est donné la mort, abandonnant sa famille sans ressources, condamnant sa femme au terrible statut de veuve. Elle et ses enfants ont été bannis du village, contraints d'abandonner leur maison. Ils ont fini dans le dénuement le plus total, au bord d'une route, dans un fossé. Cette histoire, Smita la connaît, pas besoin de le lui rappeler. Elle sait qu'ici, dans son pays, les victimes de viol sont considérées comme les coupables.
Il n'y a pas de respect pour les femmes, encore moins si elles sont intouchables. Ces êtres qu'on ne doit pas toucher, pas même regarder. On les viole pourtant sans vergogne. On punit l'homme qui a des dettes en violant sa femme. On punit celui qui effraie avec une femme mariée en violant ses sœurs. Le viol est une arme puissante, une arme de destruction massive. Certains parlent d'épidémie. Une récente décision d'un conseil de village a défrayé la chronique près d'ici. De jeunes femmes ont été condamnées à être déshabillées et violées en place publique pour expédier le crime de leur frère parti avec une femme mariée de caste supérieure. Leur sentence a été exécutée. La garageant tente de raisonner Smita. Fuir, c'est la promesse de représailles terribles. Ils en prendront aussi à Lalita. La vie d'une enfant ne vaut pas plus que la sienne. Ils les violeront toutes les deux. Ils les pendront à un arbre, comme ces deux jeunes Dalits d'un village voisin le mois dernier. Smita a déjà entendu ce chiffre qui l'a fait frissonner. 2 millions de femmes assassinées dans le pays chaque année. 2 millions victimes de la barbarie des hommes, tuées dans l'indifférence générale. Le monde entier s'en fiche. Le monde les a abandonnés. Qui croit-elle donc être face à cette violence, cette avalanche de haine? Pense-t-elle pouvoir y échapper? Se croit-elle plus forte que les autres? Ces arguments terrifiants ne viennent pas à bout de l'opiniâtreté de Smita. Ils partiront la nuit, elle préparera leur départ en cachette. Ils rejoindront Varanasi, la ville sacrée à 100 kilomètres, de là où ils prendront un train pour traverser l'Inde jusqu'à Chennai. Des cousins de sa mère vivent là-bas. Ils les aideront. La ville est au bord de la mer. On raconte qu'un homme a créé une communauté de pêcheurs pour les scavengers, les gens comme elle. Il existe aussi des écoles pour les enfants Dalits. Lalita saura lire et écrire. Ils trouveront du travail. Ils n'auront plus à manger du rat. Les garageants des visages Smita, incrédules. Avec quel argent paieront-ils le voyage? Les billets de train coûtent plus cher que leurs biens réunis. Ils ont donné leur maigre économie aux brahmanes pour envoyer Lalita à l'école. Il ne leur reste rien. Smita baisse la voix. Elle est exténuée par des nuits sans sommeil, mais, étrangement, elle semble plus forte que jamais, là, dans l'obscurité de la cahute. Il faut aller reprendre l'argent. Elle sait où il se trouve. Elle a vu la femme du brahman ranger leurs économies une fois dans la cuisine, alors qu'elle entrait chez eux pour vider leur latrine. Elle y va tous les jours. Il suffirait d'un instant pour... La garageant explose. Qu'elle assura! C'est donc emparé d'elle. Son projet terrible va les faire tuer, elle et toute la famille. Il aime encore mieux ramasser des rats toute sa vie et attraper la rage que la suivre dans ses plans insensés. Si Smita se fait prendre, ils périront tous, et de la pire façon qui soit. Ce jeu dangereux n'en vaut pas la chandelle. Il n'y a pas d'espoir à Chennai pour eux, pas plus qu'ailleurs. L'espoir n'est pas dans cette vie-là, mais dans la prochaine. S'ils se conduisent bien, le cycle des réincarnations leur sera peut-être clément, secrètement. Nagarajan rêve d'être réincarné en rat. Pas ces rats hirsutes et affamés qu'il chasse à main nue dans les champs et fait griller le soir, mais les rats sacrés du temple de Desnok, près de la frontière pakistanaise, où son père l'a emmené une fois, lorsqu'il était enfant. Les surmulots du temple sont au nombre de 20 000. Considérés comme des dieux, ils sont protégés et nourris par la population qui leur apporte du lait. Le prêtre est chargé de veiller sur eux. De partout on vient leur porter des offrandes. La Garajan se souvient de l'histoire de la déesse Carminata que lui avait raconté son père. Elle avait perdu un enfant et supplié qu'on le lui rende, mais il s'était réincarné en rat. Le temple avait été banni en hommage à ce fils perdu. À force de passer ses journées dans les champs à chasser les rongeurs, Nagarajan a fini par les prendre en estime, et ils sont devenus étrangement familiers, un peu comme le justicier éprouve du respect pour le bandit qu'il poursuit toute sa vie. Finalement, se dit-il, ces créatures sont comme lui, elles ont faim et cherchent à survivre. Oui, il sera doux d'être réincarné en rat dans le temple de Deshnok et de passer sa vie
à boire du lait. C'est une idée qui le berce parfois, après sa journée de labeur, et l'aide à s'endormir. C'est une étrange berceuse, mais qu'importe, c'est la sienne. Smita n'a nulle envie d'attendre la vie prochaine. C'est cette vie-là qu'elle veut maintenant pour elle et Lalita. Elle évoque cette femme Dalit parvenue au sommet de l'État, Kamuri Mayawati, aujourd'hui la plus riche femme du pays. Une intouchable devenue gouverneur. On dit qu'elle se déplace en hélicoptère. Elle n'a pas courbé les chines, elle n'a pas attendu que la mort la délivre de cette vie, elle s'est battue pour elle-même, pour eux tous. Nagarajan s'énerve de plus belle. Smita sait bien que rien n'a changé. Cette femme qui s'est élevée en prêchant la cause des Dalits n'en a plus rien à faire d'eux. Elle les a abandonnés. Elle vole dans les airs et eux rampent dans la merde. Voilà la vérité. Il n'y aura personne pour les tirer d'ici, de cette vie, de ce karma. Ni Mayawati, ni les autres. Seule la mort les en délivrera. En attendant, ils resteront ici, dans ce village où ils sont nés et ont toujours vécu. À ces mots, asséné comme un coup de machette, Nagarajan sort de la cahute. Soit, se dit alors Smita. Si tu ne veux pas venir, je partirai sans toi. Julia, Palerme, Sicile. Maintenant ce que vit a une voix et un sang. Maintenant terre et ciel sont un frisson puissant. L'espérance les tord, le matin les bouleverse. Ton pas et ton haleine d'aurore les submergent. Kamal et Julia se voient tous les jours à présent. Ils ont pris l'habitude de se retrouver à la bibliothèque à l'heure du déjeuner. Ils vont souvent marcher près de la mer. Julia est intriguée par cet homme qui ne ressemble à rien à ce qu'elle connaît, des Siciliens. Il n'a ni l'allure, ni les manières, et c'est peut-être cela qui lui plaît. Les hommes de sa famille sont autoritaires, bavards, colériques et butés. Kamal en est l'opposé. Elle n'est jamais sûre de ce qu'elle va le retrouver. Chaque midi, en entrant dans la salle de lecture, elle le cherche des yeux. Il s'y tient parfois, d'autres jours il ne vient pas. Et cette incertitude délicieuse ne fait que renforcer la curiosité de Julia. Dans son ventre, il y a ce fourmillement qui la réveille la nuit, un sentiment nouveau et exquis. Elle lit et relit les poèmes de Pavese, dont les mots sont le seul remède et ce manque qu'elle a déjà de lui. La chose se produit un midi, alors qu'ils sont en train de se promener. Julia l'entraîne plus loin qu'à l'accoutumée, vers une plage où les touristes ne vont pas. Elle veut lui montrer cet endroit où elle va lire parfois. C'est une grotte que personne ne connaît, dit-elle. Elle se plaît à le croire, en tout cas. La crique est déserte à cette heure-là. La grotte est calme, humide et sombre, à l'abri du monde. Sans un mot, Julia se dévie. Sa robe d'été glisse à ses pieds. Kamal reste immobile, figé comme devant une fleur qu'on hésite à cueillir de peur de l'abîmer. Julia lui tend la main, dans un geste qui est plus qu'un encouragement, une invitation. Lentement, il défait son turban, retire le peigne qui maintient ses cheveux prisonniers. Il se déroule comme un écheveau de laine jusqu'à sa taille. Julia se met à trembler. Elle n'a jamais vu d'homme aux cheveux si longs. Ici, ce sont les femmes qui les portent ainsi. Kamal n'a rien de féminin pourtant. Elle le trouve incroyablement viril avec ses cheveux noirs de jet. Il l'embrasse très doucement, comme on baiserait les pieds d'une idole, en osant à peine la toucher. Julia n'a jamais rien connu de semblable. Kamal fait l'amour comme on prie, les yeux fermés, comme si sa vie en dépendait. Ses mains sont élimées par des nuits de travail, mais son corps est très doux, comme un grand pinceau dont le seul contact la fait frissonner. Après l'amour, il reste longtemps enlacé. À l'atelier, les ouvrières rient de ces hommes qui s'endorment juste après l'étreinte. Mais Kamal n'est pas de cela. Il garde Julia serrée contre lui comme un trésor dont il ne veut pas se séparer. Elle pourrait rester des heures ainsi, son corps brûlant contre le sien, sa peau claire contre la peau douce et foncée. Ils prennent l'habitude de se retrouver là, dans la grotte, près de la mer. Kamal travaillant de nuit à la coopérative et Julia de jour à l'atelier, ils se voient à l'heure du déjeuner. Ils font l'amour à midi,
et leurs étreintes ont le goût des moments volés. La Sicile entière est au travail, affairée dans les bureaux, les banques ou les marchés, mais pas eux. Ces heures-là leur appartiennent. Ils en usent et en abusent, comptant leurs grains de beauté, répertoriant leurs cicatrices, goûtant chaque parcelle de leur peau. On ne fait pas l'amour le jour comme on ferait la nuit. Il y a quelque chose d'audacieux, d'étrangement plus brutal à découvrir un corps en pleine lumière. À se croiser ainsi, Julia trouve qu'ils se ressemblent à ces danseurs de tarentelle qu'elle regardait enfant dans les bals en été. Se rejoindre, se toucher, s'éloigner, tel est le pas de danse de leur relation, rythmé par ces allées et venues au travail de jour, de nuit. Un décalage frustrant, autant que romantique. Kamal est un homme mystérieux. Julia ne sait rien de lui, ou si peu. Il n'évoque jamais sa vie d'avant, celle qu'il a dû abandonner pour venir ici. Devant le spectacle de la mer, parfois son regard se perd. Son manteau de tristesse alors réapparaît, l'enveloppe tout entier. Pour Julia, l'eau est la vie, une source de plaisir sans cesse renouvelée, une forme de sensualité. Elle aime nager, sentir l'eau glisser sur son corps. Un jour, elle essaie de l'entraîner, mais il refuse de se baigner. La mer est un cimetière, lui dit-il. Et Julia n'ose le questionner. Elle ne sait rien de ce qu'il a vécu, de ce que l'eau lui a volé. Il lui racontera un jour peut-être, ou pas. Ensemble, ils ne parlent ni de l'avenir, ni du passé. Julia n'attend rien de lui, rien d'autre que ses heures volées à l'après-midi. Seul compte l'instant présent, ce moment où leurs corps s'entrelacent pour ne plus faire qu'un, telles deux pièces d'un puzzle se fondant l'une dans l'autre parfaitement. S'il ne parle jamais de lui, Kamal évoque volontiers son pays. Julia pourrait l'écouter des heures entières. Il est comme un livre ouvert sur une contrée qui lui est délicieusement étrangère. Elle ferme les yeux et a l'impression d'embarquer sur un bateau dont elle est la seule passagère. Kamal dit des mon... Pardon. Kamal dit les montagnes de Cachemire, les bords de la rivière Jhelum, le lac Dal et ses hôtels flottants. Il dit la couleur rouge des arbres en automne, les jardins luxuriants, les tulipes s'étendant à perte de vue au pied de l'Himalaya. Julia le relance. Elle veut en savoir plus. Raconte, dit-elle. Raconte encore. Kamal parle de sa religion, de ses croyances, de Rehat Mariada, le code de conduite des Sikhs qui leur est interdit de se couper les cheveux et la barbe, comme de boire, fumer, manger de la viande ou se livrer au jeu du hasard. Il parle de son Dieu qui prône une vie intègre et pure, un Dieu unique, un créateur qui n'est ni chrétien, ni hindou, ni d'aucune confession, qui est un, voilà tout. Les Sikhs pensent que toutes les religions peuvent mener à lui, et qu'à ce titre elles sont toutes dignes de respect. Julia aime l'idée de cette foi sans péché originel, sans paradis et sans enfer. Ces derniers n'existent que dans ce monde-ci, pense Kamal, et elle songe qu'il dit vrai. La religion sikh, explique-t-il, considère qu'une femme a la même âme qu'un homme. Elle traite de manière égale les deux sexes. Les femmes peuvent réciter les hymnes divins au temple, officier lors de toutes les cérémonies, comme celle du baptême. Elles doivent être respectées, honorées pour leur rôle dans la famille et la société. Un sikh doit regarder la femme d'un autre comme une sœur ou une mère, la fille d'un autre comme la sienne. Signe révélateur de cette égalité, les prénoms sikhs sont mixtes, indifféremment utilisés pour les hommes et les femmes. Seul le deuxième nom les différencie, Singh pour les hommes, qui signifie lion, et Kaur pour les femmes, qui traduit par princesse. Principessa. Julia aime que Kamal l'appelle ainsi. Elle a de plus en plus de mal à le quitter pour retourner travailler. Il serait doux de passer des jours entiers près de lui, se dit-elle. Des jours et des nuits aussi. Il lui semble qu'elle pourrait rester là toute la vie à faire l'amour et à l'écouter. Elle sait pourtant qu'elle n'a pas le droit d'être ici. Kamal n'a même pas peau, pas la même Dieu que les Lanfrindis. Elle imagine ce que sa mère dirait. Un homme à la peau sombre qui n'est même pas chrétien. Elle serait mortifiée.
La nouvelle ferait le tour du quartier. Alors, Julia aime Kamal en secret. Leurs amours sont clandestines. Ce sont des amours sans papier. Elle rentre de plus en plus tard à l'atelier après sa pause déjeuner. La nonna commence à se douter de quelque chose. Elle a remarqué ce sourire sur son visage, cet éclat nouveau dans ses yeux. Julia prétend se rendre chaque jour à la bibliothèque, mais revient essoufflée, les joues en feu. Un après-midi, la nonna croit même voir du sable sous son fichu, dans ses cheveux. Les ouvrières commencent à jaser. A-t-elle un amoureux? Qui est-il? Est-ce un gars du quartier? Est-il plus jeune? Plus âgé? Julia dément, avec cette insistance qui est presque un aveu. Pauvre Gino, soupire Alda. Il va avoir le cœur brisé. Ici, toutes savent que Gino Battagliola, le patron du salon de coiffure du quartier, est fou d'elle. Voilà des années qu'il la courtise. Il vient toutes les semaines à l'atelier vendre ses cheveux coupés. Il passe parfois même sans raison, juste pour la saluer. Toutes ici s'en amusent. Elle rit de ses cadeaux que lui apporte en vain. Julia reste de marbre, mais Gino garde espoir et revient inlassablement, les bras chargés de buccelatini aux figues, que les ouvrières mangent avec appétit. Chaque soir, après la fermeture, Julia se rend au chevet de son père pour lui faire la lecture. Elle s'en veut, parfois, de se sentir si vivante au milieu de cette tragédie. Son corps exulte, frissonne, jouit comme jamais il n'a joui, alors que son père se bat pour sa vie. Pourtant, elle a besoin de se raccrocher à ça pour se dire qu'elle va continuer, pour ne pas céder à la peine et à l'accablement. La peau de Kamal est un baume, un ongle, un remède au chagrin du monde. Elle voudrait n'être que cela, un corps livré au plaisir, car le plaisir la tient debout, la tient en vie. Elle se sent tiraillée entre des sentiments extrêmes, tour à tour abattue et exaltée. Tel un acrobate sur un fil, elle a l'impression d'osciller au gré du vent. C'est ainsi, se dit-elle, la vie rapproche parfois les moments les plus sombres et les plus lumineux. Elle prend et donne en même temps. Aujourd'hui, la mamma lui a confié une mission, celle d'aller chercher un papier dans le bureau de son père à l'atelier. Le butal lui réclame un document qu'elle ne parvient pas à trouver. Dio mio, que tout cela est compliqué, se lamenta-t-elle. Julia n'a pas le cœur de refuser. Elle n'a pourtant pas envie d'entrer dans cette pièce. Elle n'y a pas remis les pieds depuis l'accident. Elle ne veut pas qu'on touche aux affaires de son père. Elle tient à ce qu'il retrouve l'endroit tel qu'il l'a laissé lorsqu'il sortira du coma. Ainsi, il saura que tout le monde l'attendait. Elle pousse la porte de la cabine de projection, transformée en bureau. Elle met un temps à y entrer. Au mur est encadrée la photo de Pietro, près de celle de son père et son grand-père, 3 générations de Lanfredi, qui se sont succédés à la tête de l'atelier. Un peu plus loin, d'autres clichés sont simplement punaisés. Francesca bébé, Giulia sur la Vespa, Adella le jour de sa communion, la mamma en tenue de mariée, le sourire un peu figé. Le pape aussi, pas François, mais Jean-Paul II, le plus admiré. La pièce est telle que son père l'a laissée au matin de son accident. Julia observe son fauteuil, ses classeurs, ce cendrier de terre glaise dans lequel il jette ses mégots et qu'elle avait façonné enfant pour lui en faire un cadeau. Son univers semble vidé de sa substance, en même temps qu'étrangement habité. Sur le bureau, l'agenda est ouvert à une page terrible, celle du 14 juillet. Cette page, Julia se sent incapable de la tourner. C'est comme si son père était là, soudain, tout entier, dans cet agenda Moleskine, à la couverture de cuir noir, comme s'il restait un peu de lui entre les lignes du carnet, dans l'encre de ses mots, jusqu'à cette petite tache en bas de la page, figée sur le papier. Julia a l'impression qu'il est là, dans chaque particule d'air, dans chaque atome du mobilier. L'espace d'un instant, elle est tentée de rebrousser chemin, de refermer la porte. Pourtant, elle ne bouge pas. Elle a promis à la mamma de lui rapporter ce papier. Lentement, elle ouvre un premier tiroir, puis un deuxième. Le troisième, celui du bas, est fermé à clé. Julia s'en étonne. Elle est envahie d'un pressentiment. Le papa n'a pas de secret. Chez les Lanfrandi,
On n'a rien à cacher. Alors, pourquoi ce tiroir est fermé? Dans sa tête, les questions se mettent à tournoyer. Son imagination galope comme un cheval fou qu'on aurait libéré. Son père aurait-il une maîtresse, une vie à cacher? Est-ce que la piovra qui de ses tentacules serait venue le toucher? Chez les Lanfrandi, on ne mange pas de ce pain-là. Alors pourquoi ce doute qui assaille Giulia, comme une prémonition, un nuage noir qui obscurcit son horizon? Après de brèves recherches, elle finit par trouver la clé dans cette boîte à cigares offerte par la maman. Julia tressaillit. A-t-elle seulement le droit d'être là? Il est encore temps de renoncer. D'une main tremblante, elle donne un tour de clé. Le tiroir s'ouvre enfin. Il referme une liasse de papier. Julia s'en saisit. Le sol, alors, se dérobe sous ses pieds. Je vous remercie à tous d'être passés. Je vous souhaite une agréable soirée. Puis on se retrouve très vite pour la suite. Bisous, bisous.